On le disait à l'entame de ce numéro de l'Alékou, notre invité de ce matin, c'est M. Bichar Adreb, vice-président de la plateforme pastorale du Tchad dans les conflits agriculteurs-éleveurs. Bonjour, M. Bichar Adreb. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Très bien. J'espère que le sport vous a fait du bien aussi. Oui, mais je suis passionné par le sport. Et ouais. Ça m'a fait du bien. Et le pastoralisme, par essence, c'est le sport. Voilà, le pastoralisme, c'est lui qui est toujours en perpétuel mouvement, donc c'est le sport en sorte. C'est ça. Voilà. Exactement. Donc il est au pâturage. Et, toujours en train de marcher. Ça lui fait de sport, ou bien il va puiser de l'eau pour le bétail. C'est ça. Exactement. Donc lui-même, chaque jour, il fait le sport. Ouais. Monsieur Bichara, en ce moment précis, c'est un climat grave, un climat de méfiance, un climat sans précédent entre les éleveurs et les agriculteurs, tellement de recrudescence de ces conflits ces derniers temps. Dites-nous déjà, avant de faire ce constat vous-même, parlez-nous de cette plateforme pastorale du Tchad. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau-là, l'Alékou. La plateforme pastorale, c'est un cadre de concertation de tous les acteurs de la filière et d'autres acteurs qui interviennent d'une manière transversale. Alors, vous avez évoqué un point très important, surtout le problème de conflit éleveurs-agriculteurs qui endeuille la plus grande de notre population, qui fait des dégâts humains tout comme matériels. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'échanger avec vous les pistes de solutions. Oui. Mais avant tout, je voudrais vous rappeler, aujourd'hui au Tchad, nous avons 135 millions de têtes de bétail. C'est un élevage pastoral. Oui. C'est un élevage qui est dit à la mobilité. Cet élevage, il faudrait aussi noter que nous sommes confrontés aujourd'hui au changement climatique. Ces changements climatiques poussent nos éleveurs de la zone septentrionale vers la zone méridionale. Ces déplacements, ce mouvement des éleveurs à la recherche des ressources naturelles le confrontent avec plusieurs d'autres acteurs, surtout les agriculteurs. Le problème d'accès aux ressources, ça pose des problèmes. Le couloir de transhumance pose des problèmes. Les dévastations des champs posent des problèmes. Les champs pièges, c'est un problème. Tous ces problèmes, le manque de gouvernance de nos autorités des provinces, c'est un problème. Voici en sorte les difficultés que rencontrent nos producteurs. Quand je parle des producteurs, il s'agit des éleveurs et des agriculteurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qui pousse nos populations pastorales, nos populations de producteurs à s'affronter tout le temps? Ça, c'est la question. C'est la question et nous sommes persuadés, nous sommes aussi inquiets tout comme vous. Quel est ce phénomène actuel? Vous savez, comme j'ai dit, le changement climatique renvoie les éleveurs du nord vers le sud. Oui. Et il faut savoir la dimension de la zone méridionale par rapport à la superficie du pays, 1 284 000 km². Qu'est-ce que représente la zone méridionale? La zone méridionale représente entre 17 à 25% de la superficie. Donc, il y a une forte concentration des populations, des éleveurs. Une pression démographique. Voilà, exactement. Ouais. Il faudrait noter aussi la pression démographique et puis le nombre croissant de cheptels. Ouais. Ça aussi, ce sont des raisons principales de nos difficultés. D'autre part, il faudrait noter aussi, quand on dit conflit éleveur-agriculteur, tout de suite, il faut mettre en place que les bétail est rentré dans les champs. Ça, c'est la première question. Ouais. Quand le bétail rentre dans les champs, c'est déjà un conflit. Ouais. Alors, c'est cette pression qui amène les gens à faire ce débordement. Mais nous avons nos cultures, nos us et coutumes. Dans les temps passés, je pense que je voudrais vous révéler une histoire. Ouais. Vous savez, le tout premier éleveur rentré au sud, c'était en 1942.
En 1942, le tout premier éleveur rentrait dans la zone méridionale. C'était le Peul. En 1945, c'était l'Arabe. Ils sont rentrés par l'axe Salamat-Forar-Chambaud pour Bangui, dans le cadre des transactions commerciales du bétail. Alors, depuis ce temps, on n'a aucun problème. C'est parce que les gens se respectent, ils respectent les us et coutumes de chaque communauté. Ils se respectent. Oui. Alors, vous savez, en 1973, le président Tombalbaye, au mois d'août, à bord d'un hélicoptère, a quitté Sar pour une localité, Djeké, dans la Grande Sidou. Il a quitté, c'est juste pour rencontrer les éleveurs. Il a instruit son sous-préfet de dire « Invitez-moi les éleveurs et en même temps les chefs de canton ». Quand il est descendu, il a dit au chef de canton « Moi, je suis venu voir mes amis les éleveurs ». Il a dit « Mais comment ça, monsieur le président ?» Il dit « Oui, je suis venu pour les voir ». Il leur a posé des questions. Quelle est la capacité d'une famille qui laboure un champ et à quel temps cette famille a fini le champ? Ils ont dit au moins 45 jours. Labourer, sarcler, tout ça, avoir donc un bon champ, c'est 45 jours, avec la famille, tout ça. Okay. Et la deuxième question, comment vous faites pour mettre de l'engrais? Comment vous enrichissez vos champs? Ils ont dit c'est avec le produit de la coton-tias, c'est-à-dire les MPKSB. Il a dit, ok, c'est pour ces deux questions-là que je suis venu voir mes amis les éleveurs. Il leur a dit, maintenant, on va intégrer la culture attelée. Pour cette raison, il faut avoir des amis éleveurs et avoir au moins 2 taurions. On va intégrer la culture attelée. Pour le problème de fertiliser les champs, quand vous allez récolter, mettre tout le produit dans les greniers, invitez ces éleveurs-là à séjourner dans votre champ pour avoir un champ fertile et dont le sol va toujours garder sa substance. Donc, pourquoi le président, pourquoi il fait ça? 2 choses. Pour dire que les éleveurs et les agriculteurs appartiennent à une seule famille. Ils sont pour dire qu'ils sont complémentaires. Oui. Et aussi dire aussi le chef de l'État accorde une importance à la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Donc ça sont des éléments importants. C'est pour dire quand il y a conflit, nous avons dit tout de suite la cause principale, c'est l'accès aux ressources naturelles. Oui. Parce que quand maintenant le type il a besoin de faire son pâturage et qu'au cours pendant les surfaces de son pâturage, s'il trouve un champ, s'il trouve, je ne sais pas, si le couloir est fermé, si le passage, l'accès à l'eau est fermé, c'est aussi un problème. Mais entre-temps, au moins, il y a un dialogue. Les gens se dialoguent, se mettent ensemble et ils se parlent. Mais aujourd'hui, regardez dans quelles conditions on se trouve. Ouais. D'abord, on a perdu nos us et coutumes. Et quand on perd les us et coutumes, eh bien là, on va dans un autre espace, dans un autre paramètre, et ça ne nous donne pas l'occasion de vivre ensemble. C'est ça. Il faudrait reconnaître aussi, je ne vais pas dire que l'autorité est absente, l'État est absent, l'État est présent. Sauf qu'il n'a pas mis des mécanismes de prévention de conflits éleveurs-agriculteurs. Justement, en parlant de mécanismes de prévention, voilà. Est-ce que cette plateforme-là s'inscrit dans cette lancée? Effectivement, cette plateforme, c'est-à-dire nous les acteurs de la filière, notre objectif c'est quoi? C'est de sensibiliser les acteurs pour vivre ensemble, les éleveurs tout comme les agriculteurs, parce que nous sommes une famille inséparable, quel que soit Alpha. C'est vrai, aujourd'hui, il y a les bruits, les gens ont politisé les vivre ensemble, les gens ont donné une autre couleur de vivre ensemble, avec la modernisation, avec la mondialisation, il y a les WhatsApp, il y a comment on appelle, il y a l'animation. Ouais. Hein, les réseaux sociaux. Contre le vivre ensemble, par le système de WhatsApp, par l'Internet, tout ça, c'est aussi un handicap. Oui, Monsieur le Président, vous avez dit tout à l'heure que les éleveurs et les agriculteurs doivent cohabiter, alors qu'en cas de conflit, nous constatons, comme vous, que les éleveurs sortent toujours vainqueurs. Et vous, en tant que président de cette plateforme, est-ce que vous avez eu à trancher ce problème de manière équitable?
Bon, vous savez, il y a une chose. Hein. Et quand on vit ensemble dans une famille, il y a toujours des petits problèmes. Mais quand les problèmes arrivent, il faut savoir et il faut identifier qui a provoqué même l'affaire. C'est cette analyse diagnostique-là qui nous manque. Et chaque fois, on prend tout le monde, on le met dans un panier. Or, il faudrait faire une analyse. Qui a fait quoi? Qui a débuté même le problème? Et en ce moment, l'État est là. Nous sommes au moins dans un état de droit et il faudrait que le droit s'applique pour celui qui a provoqué ces problèmes. Est-ce que c'est l'éleveur qui est fautif? Est-ce que c'est l'agriculteur qui est fautif? Qui a provoqué qui? Mais puisque dans certaines zones, on voit que c'est l'autorité de l'État qui prend également parti et ça frustre les autres. Bon, vous savez, ça, il faudrait le dire tout haut parce que cet administrateur, il lui manque ce qu'on appelle la déontologie de l'administration. Il n'a pas l'expérience, il fait tout ce qu'il veut. Et peut-être que même le conflit, quelque part, pour certains administrateurs verraient, c'est un fonds de commerce. Et ça nous l'avons beaucoup constaté. Parce que je voudrais vous dire une chose. Si on a dit pendant Tambalbaye qui a pris son hélico pour aller dans la Grande Sudo rencontrer les éleveurs, il a chargé le sous-préfet. Le sous-préfet, dans sa circonscription, il est le représentant du chef de l'État. Que voulez-vous, comment on nomme un sous-préfet qui représente dans son espace le chef de l'État? Il a toutes les prérogatives. Il a les forces de l'ordre pour s'imposer, pour imposer l'autorité de l'État. Et puis, le conflit même, il y a des signes précurseurs. Ouais. Le conflit, ce n'est pas comme une bombe qui va sauter comme ça. Ouais. Quelle est sa mission de ne pas suivre l'évolution de ce conflit? Quand il y a un conflit, les gens, bon, il y a toujours des éléments d'information. Ouais. Et puis, quel est le rôle des services de renseignement? C'est ça aussi. Parce que ces gens, il doit y avoir une conjugaison de l'administration avec tous les services pour dire que, attention, les éleveurs et les agriculteurs, dans tel point, il y a une tension, il faut régler. Et quand maintenant, cet administrateur, il est bien dosé, il va régler le problème avant que la case de Birama brille. Quand ça brille, c'est tout un tas de problèmes. On ne peut pas circonscrire un fait. Quand ça prend fait, alors c'est tout un tas de problèmes. Monsieur Bichara Adreb, vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, le problème s'est déplacé à un autre niveau. Les gens sont complètement prêts à en découdre cette flambée de violence-là. On n'attend pas qu'il y ait même problème pour s'attaquer. Il se regardent en chien de faïence complètement. Hein. Donc, il y a un sentiment de vengeance qui est dans les esprits, à tel point où on se demande mais d'où viendra la solution? Parce que, vous l'avez dit, entre-temps, ça se réglait à l'amiable et surtout par des chefs traditionnels qui arrivaient à s'imposer facilement. Aujourd'hui, même les autorités administratives et militaires sont dépassées parce que très souvent ils prennent parti. Selon vous, à partir de cette plateforme-là, quelle sera la solution? Très bien. Vous savez, quand je vous ai donné tout à l'heure un exemple du président Tambalbaye, quand il leur a dit, il faut avoir des amis avec les éleveurs, il faut vivre ensemble, il leur a dit, attention, le bétail va rentrer dans les champs. Mais quand le bétail rentre dans les champs, qu'est-ce que vous allez faire? Il s'est adressé aux agriculteurs. Il leur a dit, qu'est-ce que vous allez faire quand le bétail rentre dans les champs? Dès lors où vous allez être des amis avec les éleveurs. Il a dit qu'il faudrait régler le problème au niveau des chefs du village, au niveau des chefs de ferrique, ou bien entre éleveurs et agriculteurs. Donc, cela veut dire qu'il y a une confiance qui s'est établie, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas, comme vous le dites. Donc, maintenant que la situation elle est devenue totalement dégradante, parce que les gens ont politisé le vivre ensemble. Ça, il faudrait bien noter. On voit la couleur de l'éleveur, là, c'est une autre personne. On voit aussi la couleur de l'agriculteur, là, on le place dans une autre situation. Et cet esprit-là de sélection, ça ne nous arrange pas du tout. Les producteurs, les éleveurs et l'agriculteur sont de pauvres gens. Ils sont là en brousse. Et c'est grâce à eux, parce qu'il faudrait noter l'élevage. Procure des activités à 40% de la population active et 80% de la population rurale. Donc cela veut dire qu'il y a un apport extrêmement important, tout comme l'agriculteur. En termes d'apport du PIB,
entre 20 et 14%, entre 14 et 20% du PIB. Donc cela veut dire que les dépopulations, c'est elles qui nous font vivre. Oui. Ce n'est pas nous qui sommes dans les villes. Ouais. Mais nous ne voulons pas les laisser tranquilles. Avec des téléphones, avec des WhatsApp, avec des exercices, avec tout ça. Mais le plus important, nous allons passer le message. Le plus important, c'est au niveau de l'administration locale. Quand on veut se faire, quand il y a un problème, tout de suite le village se met en feu, les fériques se mettent en feu, eh bien c'est les casses. Alors qui profite? Quelquefois les interventions se payent. Et ça, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que ces pauvres gens-là vivent en paix. Il faut payer l'intervention de la gendarmerie, il faut payer, je ne sais pas, l'intervention du CB, peut-être quelquefois de faire des amendes au sous-préfet. Ça, là, je pense que c'est cet esprit que nous devrons bannir à un moment. Ouais. Nous avons demandé même la suppression du sous-préfet, même la suppression des CB, parce qu'ils ne font pas leur travail. S'ils font leur travail, nous, on ne va pas avoir de problème. Ouais. Si, par exemple, un éleveur qui dévaste les champs et qu'il ne veut pas payer, nous, qu'à les mettre en prison. Mais si, par exemple, un agriculteur qui ferme le couloir de transhumance, vous savez que les couloirs de transhumance sont tracés en 1953, ouais, pendant la colonisation. Comment quelqu'un peut aujourd'hui, en plein jour, à midi, il va fermer les couloirs de transhumance? Mais est-ce que déjà vous avez eu à arrêter certaines autorités qui sèment la terreur dans certaines zones? Non, arrêter les autorités, ouais, comment? Puisque vous avez dit que c'est eux qui sont quelquefois la cause de ces conflits. Donc, mais si déjà vous arrivez à comprendre que voilà, c'est une telle autorité qui a mis en conflit les agriculteurs et éleveurs, il est possible les autorités de les poursuivre. S'il vous plaît, attention. Oui. Les autorités ne mettent pas les acteurs en conflit. Les acteurs se mettent en conflit, mais ils sont incapables de faire l'arbitrage. Ouais. C'est ça ce que je voudrais dire. Mais puisqu'ils prennent aussi parti, oui, quelquefois. Bon, c'est-à-dire parti quoi? Qu'est-ce qui est... Lui, c'est un administrateur. C'est vrai, aujourd'hui... on va dire qu'il y a des administrateurs qui sont des éleveurs. À un moment donné, le défunt maréchal, il a dit, si aujourd'hui, il faut que les administrateurs choisissent deux choses. Ou il est éleveur, ou il est administrateur. Ouais. S'il est éleveur, il n'a qu'à abandonner l'administration. Donc, c'est vrai, il y a des... comment on appelle? Il y a des administrateurs, il y a des militaires qui ont procédé à faire l'élevage, mais il y a des bouviers qui prennent le nom du général pour dire que lui-même il est général. Et ils font de la pagaille. Ça aussi, nous sommes conscients de ces phénomènes-là. Mais je pense que c'est des rares cas, mais nous demandons à ce que l'État puisse prendre sa responsabilité d'être le vrai juge entre ceux qui font des dégâts. Qu'ils soient éleveurs ou agriculteurs, non qu'à mettre les gens sur leur place. La loi, elle est pour tout le monde. Mais si on fait la complaisance, ceux qui font des dégâts, on ne le prime pas, et puis bon, on va dire non, celui-là, il est le parent du préfet, du sous-préfet, du général ou bien du gouverneur, là, ça ne passe pas du tout. Alors, revenons à votre plateforme pour mieux comprendre ce que vous faites déjà. Vous êtes parti de quelle organisation pour créer cette plateforme? Est-ce que c'est des éleveurs d'une région avec des agriculteurs qui ont conçu cette... Très bien, c'est une belle question. Ouais. Vous savez, je préside une interprofession de la filière élevage du Tchad. C'est une structure fédérative qui regroupe les fédérations des provinces, les unions des provinces, les groupements des provinces. Comment ça se fait? C'est en sorte une forme pyramidale. Le groupement se retrouve des cantons, des sous-préfectures pour mettre en place une union au niveau des préfectures. Et ces unions mettent en place des fédérations de provinces. Et ces fédérations de provinces se retrouvent pour mettre des confédérations des éleveurs. Et maintenant, les confédérations des éleveurs se retrouvent, parce que c'est une interprofession, il y a les éleveurs, la confédération des éleveurs, la confédération des syndicats commerçants de bétail, la confédération des bouchers. Tanners, transformatrices, transformateurs. Donc tous ces acteurs se retrouvent au niveau maintenant des provinces et se mettent ensemble pour créer une interprofession qui regroupe tous les acteurs. Et là, en sorte, c'est le chapeau de tous les acteurs. Donc je suis élu président de l'interprofession de la filière élevage du Tchad.
Donc c'est pourquoi, et puis en même temps vice-président de la plateforme pastorale de Tchad, qui est un cadre de concertation de tous les acteurs de la filière, qui décide, voire, bon, il y a le ministère par exemple de la Santé, le ministère de l'Élevage, le ministère de l'Agriculture, de l'Éducation, tout ça font partie de la plateforme pastorale, parce qu'il y a des actions transversales qui se mettent dans le... On peut donc dire que vous êtes représentatif de tous les éleveurs tchadiens, mais en face, avec qui traitez-vous comme organisation représentative des agriculteurs? Bon, les agriculteurs, nous avons la CNCPRT. C'est le Conseil national des producteurs. Nous sommes en étroite collaboration avec cette organisation. Et nous avons toujours lutté ensemble parce que nous avons même pris part au dialogue, comme on appelle au déni. Ouais. Et pendant le dialogue, nous avons beaucoup discuté le problème des... Et nous avons même fait des recommandations pour les vivre ensemble dans le cadre de la cohabitation, dans le cadre de la cohésion sociale. Nous avons produit des recommandations. Voilà, tu vois, nous sommes en étroite collaboration, mais nous seuls, nous, on ne se suffit pas. Il faudrait nous accompagner, il faudrait que les acteurs de la filière, les producteurs en général, les éleveurs et les agriculteurs, il faudrait que l'État s'associe avec eux. Par exemple, pour mener des campagnes de sensibilisation de vivre ensemble. Ce n'est pas nous seuls les acteurs, parce que là, on ne peut pas te comprendre. Il faudrait avoir l'État à côté de toi pour dire qu'attention, voilà, nos représentants, ils sont là accompagnés de l'État, et là, si on ne fait pas attention, bon, on va être frappé, tout ça. Donc, c'est une conjugaison que nous devrons avoir, et avoir une grande coordination pour dire ne pas avoir un médiateur pour les éleveurs et les agriculteurs. Je pense que c'est important. Normalement, dans ces trucs, nous devrons avoir uniquement un médiateur éleveur-agriculteur qui va nous régler le problème et s'aimer avoir, je ne sais pas, un truc au niveau, parmi le haut niveau, dans le cadre, dans les centres de décision, pour régler le problème à temps réel. Parce que notre problème, c'est quand il y a un problème, il y a trop de circuits, on n'arrive pas à... Il y a de la passion aussi. Voilà, la passion, et puis d'autres accordent moins d'intérêt. Entre-temps, comme je l'ai dit, la case de Birama va toujours brûler. Et puis c'est des cases qui se passent. Oui, mais monsieur Bichara Adrep, votre mot de fin, puisqu'on a bien envie de rester avec vous, mais dommage que l'heure nous prend la gorge. Un message. Eh bien, en cas de conflit, qu'est-ce que vous entendez faire? Mon mot de passe est le suivant. Mon dernier mot est le suivant. Je voudrais que les agriculteurs et les éleveurs se reconnaissent entre eux-mêmes, qu'ils prennent le dialogue et qu'ils sachent que la politique c'est autre chose, vivre ensemble c'est autre chose, la production c'est l'intérêt de tout le monde. Il faudrait qu'ils se mettent ensemble ou mettre au moins l'intoxication, l'animation politique là de côté, qu'ils vivent ensemble. S'il y a problème, ce n'est pas chacun qui va s'élever avec ses armes, avec tout ça, c'est régler le problème. Il y a au moins l'autorité de l'État. Il faudrait que l'État soit au devant pour régler le problème. D'autres messages pour l'administration. Je voudrais que notre administration prenne sa responsabilité et nous instaurer l'autorité de l'État. Quand il y a un problème, il faudrait que les gens suivent pour nous épargner les casses humaines tout comme matérielles. Voici ce que je veux dire. Merci beaucoup. Monsieur Bichara Adrep, je rappelle que vous êtes le vice-président de la plateforme pastorale du Tchad dans les conflits agriculteurs-éleveurs et vous avez largement fait des propositions, des pistes de solutions, mais aussi beaucoup de conseils. En dernier ressort, vous avez invité le gouvernement à prendre ses responsabilités et surtout à placer cette question épineuse de conflits éleveurs-agriculteurs au rang des priorités de premier ordre. Vivement que ces conflits cessent ou ne serait-ce que diminuent pour le grand bonheur de tous les Tchadiens. On va donc passer à une autre rubrique, agriculture.